Elle était assise grelottante dans la salle de concert vide de la salle Pleyel. Ses doigts tremblaient au-dessus des touches du piano lorsqu'un grand chef d'entreprise parisien entra et s'arrêta net, réalisant que la mélodie qu'elle jouait était celle qu'il n'avait pas entendue depuis la nuit où sa femme était morte. La nuit était d'une froideur amère, du genre qui transperce chaque couche de vêtements et s'installe jusque dans les os. La frêle silhouette d'Emma tremblait devant les immenses portes vitrées de la salle de concert, son souffle dessinant de petites nuées qui disparaissaient aussitôt dans l'obscurité. La lueur des lustres à l'intérieur se répandait faiblement sur les marches enneigées, illuminant ses baskets sales et l'ourlet effiloché de son jean. Elle était restée là pendant ce qui lui avait semblé des heures observant les gens en manteaux élégants et chaussures vernies entrer et sortir, riant tenant leur programme, les joues roses de chaleur et de vin. Personne ne lui avait jeté un second regard. Lorsque les derniers invités disparurent dans la nuit, elle rassembla enfin assez de courage pour pousser la porte juste assez pour se faufiler à l'intérieur. La chaleur l'enveloppa comme une vague douce, et un instant, elle en oublia de respirer. Son pull orange trempé lui collait aux épaules, mais l'air sentait le bois ciré et la musique, et cela lui rappela la maison, du moins celle qu'elle avait connue avant que sa mère ne tombe malade. Elle avança sur la pointe des pieds à travers le large couloir de marbre, craignant d'être remarquée. La grande salle était presque vide, à présent les applaudissements depuis longtemps dissipés, les musiciens partis. Seuls quelques employés ramassaient les programmes laissés sur les sièges. Et puis, au centre de la scène, sous un unique projecteur tamisé, elle le vit. Un piano noir laqué dont la surface reflétait faiblement la lumière, comme un miroir. Emma se figea, son cœur s'accéléra. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, tandis qu'elle murmurait le mot que sa mère prononçait chaque fois qu'elle touchait leur vieux clavier magique. Elle se souvint d'elle, assise sur les genoux de sa mère, ses petites mains guidées par des doigts doux, appuyant sur les touches. Sa mère fredonnait doucement tout en lui apprenant, lui promettant que la musique pouvait éloigner même les nuits les plus froides. C'était avant les quintes de tout, avant l'hôpital, avant qu'Emma ne soit laissée seule avec pour seule compagnie cette mélodie qui résonnait dans sa tête. Ses pas étaient lents prudents, tandis qu'elle approchait de la scène. Chaque craquement du plancher lui paraissait assourdissant, mais la salle ne semblait pas s'en soucier. Le piano lui paraissait immense, élégant et intimidant, comme quelque chose appartenant à un autre monde. Un monde où personne ne mourait de froid ou de faim. Elle hésita, les doigts frémissants, le long de son corps, puis grimpa prudemment sur la scène. Le siège lui sembla trop haut, les touches trop lourdes, mais elle en pressa une malgré tout. Un son s'éleva chaud, pur si vivant, que sa poitrine en fut douloureuse. C'était le son du foyer. Elle en pressa une autre, puis une autre encore, et sans même s'en rendre compte, Emma se mit à jouer. La mélodie était douce, fragile au début, comme un souvenir qu'elle craignait de briser. Mais à mesure qu'elle continuait, elle gagna en force, enveloppant la salle vide d'un souffle qui n'était pas seulement de la musique. C'était du manque, du chagrin de l'amour, tout ce qu'elle n'avait plus dit depuis le jour où sa mère avait fermé les yeux pour la dernière fois. Elle ne sentit pas les larmes qui coulaient sur ses joues pendant qu'elle jouait. Son corps cessa de trembler, sa respiration s'apaisa, et pendant quelques minutes, le monde fut de nouveau bienveillant. Elle n'était plus une orpheline frigorifiée dans l'obscurité. Elle était musicienne, comme sa mère emplissant le silence de quelque chose de beau. Lorsque la dernière note s'éteignit, elle resta suspendue dans l'air plus longtemps qu'elle n'aurait dû, comme si la salle elle-même refusait de la laisser partir. Emma demeura immobile, ses petites mains reposant sur les touches, la tête inclinée. C'est alors qu'une voix calme résonna depuis le fond de la salle. « Cette mélodie », dit l'homme doucement, presque pour lui-même. Emma se retourna sursautant ses grands yeux bleus, croisant la silhouette élancée d'un homme debout dans l'allée.
Il portait un costume bleu marine, le visage à demi éclairé par la lumière diffuse. Et bien qu'il semblât calme, quelque chose de brisé habitait son expression, quelque chose qui reflétait sa propre douleur. Elle resta figée, ne sachant s'il fallait fuir ou s'excuser. Mais avant qu'elle ne puisse parler, il ajouta d'une voix tremblante « Où as-tu appris cela ?» Emma déglutit la gorge sèche et murmura « C'est ma maman qui me l'a appris. » L'homme fit un pas lent vers elle, les yeux rivés à son visage, comme s'il regardait un fantôme. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il plus doucement cette fois. Emma répondit-elle presque inaudiblement. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le seul bruit provenait du ronronnement du chauffage et du léger goutte-à-goutte de la neige fondue qui tombait de ses chaussures. Puis d'une voix chargée, à la fois d'émerveillement et de tristesse, il dit « Tu joues comme elle ». Mais il ne termina pas sa phrase. Il ne précisa pas qui était-elle. Et Emma ne demanda rien. Elle ne savait pas encore que cet homme Alexandre Roche, l'un des plus riches et des plus solitaires de Paris, venait d'entendre une mélodie qu'il croyait perdue à jamais, celle que sa défunte épouse avait composée des années plus tôt. Et bien qu'Emma ne pût le savoir à cet instant, cette nuit glaciale, ce piano emprunté et cette mélodie du passé allaient changer leur vie à tous deux pour toujours. Alexandre resta là longtemps incapable de bouger, comme si la musique résonnait encore en lui-même après s'être éteinte. La fillette demeurait immobile, près du piano, les yeux grands ouverts sur lui, ses petites mains toujours posées sur les touches incertaines d'avoir commis une faute. Le bruit du chauffage et le vent lointain à l'extérieur étaient les seuls sons qui remplissèrent la salle. Alexandre fit enfin un pas lent vers l'avant, ses chaussures résonnant doucement sur le sol, et dit à voix basse, presque pour lui-même, qu'il n'avait pas entendu cette chanson depuis des années. Emma ne répondit pas. Elle recommençait à trembler la chaleur de la salle, ne suffisant plus à chasser le froid de la peur. Elle crut qu'il allait appeler quelqu'un pour la faire partir, ou pire, lui dire qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Mais au lieu de cela, l'homme s'accroupit au bord de la Seine, son regard s'adoucissant, et lui demanda si elle avait froid. La question la prit de court, et elle hocha la tête silencieusement. Sans un mot de plus, il retira son manteau et le lui tendit. Il était bien trop grand, mais lorsqu'elle s'en enveloppa, elle eut l'impression de recevoir une étreinte qu'elle n'avait pas connue depuis très longtemps. Il lui demanda où elle habitait, et sa voix petite répondit qu'elle restait quelque part près de la gare, ce qui en vérité ne voulait dire nulle part. Il fronça les sourcils, réalisant que la fillette devant lui ne devait pas avoir plus de 7 ans seule, par une nuit d'hiver, jouant du piano dans une salle de concert vide. Il lui demanda si elle avait faim, et lorsqu'elle hésita, il lui dit qu'il allait chercher à manger, qu'elle dise oui ou non. Cela la fit sourire pour la première fois, un sourire faible, éphémère, mais qui sembla faire fondre quelque chose en lui. Ils sortirent ensemble, les grandes portes de la salle Pleyel se refermant derrière eux, laissant la nuit et le froid dehors. La neige tombait plus fort à présent, les flocons se posant doucement sur ses cheveux. Et tandis qu'il marchait envers le petit café parisien en face de la salle, elle serra l'ourlet de son manteau comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. À l'intérieur du café, la chaleur les enveloppa de nouveau, et l'odeur du café noir et des viennoiseries remplit l'air. Alexandre commanda une soupe et un chocolat chaud pour elle, ignorant ses protestations timides, disant qu'elle n'avait pas d'argent. Quand les plats arrivèrent, elle mangea lentement, prudemment, comme si c'était quelque chose de précieux qui pouvait s'évanouir d'un instant à l'autre. Il ne la pressa pas. Il se contenta de la regarder, essayant de comprendre pourquoi il ne pouvait pas simplement partir. Il y avait quelque chose dans sa présence qui réveillait en lui d'anciens souvenirs douloureux, les nuits passées à écouter sa femme jouer du piano pendant qu'il faisait semblant de travailler les rires qui résonnaient autrefois dans leur appartement avant que le silence ne s'y installe.
Il réalisa que pour la première fois depuis des années, il ne pensait ni aux réunions, ni aux investisseurs, ni aux échéances. Il était simplement là, dans un petit café, à regarder une enfant réchauffer ses mains autour d'une tasse de chocolat. Quand Emma eut fini, elle leva les yeux timidement et murmura un doux merci. Alexandre esquissa un léger sourire et lui dit qu'elle n'avait pas besoin de le remercier, mais elle insista, expliquant que sa mère lui avait toujours dit de dire merci quand quelqu'un se montre gentil. Ces mots le touchèrent plus profondément qu'elle ne pouvait l'imaginer. Il lui demanda alors de lui parler de sa mère. Et elle répondit sans entrer dans les détails, juste assez pour dire qu'elle jouait du piano, qu'elle vivait dans un petit appartement rempli de musique, jusqu'à ce qu'elle tombe malade et que la musique s'arrête. Les yeux d'Emma brillaient, mais elle ne pleura pas. Elle ajouta simplement que sa mère lui avait dit de continuer à jouer quoi qu'il arrive, car la musique c'est comme la lumière. Elle trouve toujours son chemin, même dans l'obscurité. Alexandre sentit sa gorge se serrer de nouveau. Il voulut lui dire qu'il comprenait qu'il avait lui aussi perdu quelqu'un, qu'il avait cru lui aussi que la musique ne sonnerait plus jamais de la même façon. Mais il ne le fit pas. Il se contenta de dire que sa mère devait être une personne merveilleuse, et Emma acquiesça fièrement, affirmant qu'elle l'était. Ils restèrent ainsi un moment dans le murmure tranquille du café. Deux êtres ayant perdu quelque chose et qui s'étaient trouvés par hasard. Quand il fut temps de partir, elle le regarda avec inquiétude et demanda s'il risquait d'avoir des ennuis pour l'avoir aidé. Il rit doucement et répondit qu'il ne pensait pas que quelqu'un puisse avoir des ennuis pour avoir été gentil. Il la raccompagna jusqu'à l'orphelinat, près de la gare de Lyon dont elle avait parlé. Les rues étaient désertes et l'air portait ce calme particulier des nuits d'hiver. Lorsqu'ils atteignirent le petit bâtiment décrépit, elle s'arrêta et se tourna vers lui, serrant son manteau autour d'elle. « Est-ce que je pourrais revenir jouer du piano ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Il la regarda mince et frêle, les yeux pleins d'espoir, et hocha la tête. « Quand tu veux, » répondit-il. Elle sourit encore cette fois, d'un vrai sourire, et courut vers les marches disparaissant derrière la porte. Alexandre resta là un moment, la regardant s'éloigner, sentant monter en lui quelque chose d'inconnu. Ce n'était ni de la pitié, ni de la charité. C'était de la chaleur, celle qui ne vient pas du café ou des manteaux, mais de la prise de conscience que peut-être la vie lui offrait une seconde chance de ressentir à nouveau quelque chose de beau. Lorsqu'il se décida enfin à partir, les réverbères brillaient doucement à travers la neige tombante. Il leva les yeux vers la salle Pleyel de l'autre côté de la rue. Pendant des années, il avait associé cet endroit à la perte, à un souvenir qu'il ne pouvait pas supporter de revivre. Mais maintenant, il pensa à une petite fille dans un manteau trop grand, ses mains minuscules, effleurant les touches avec amour et courage. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, Alexandre sourit pour lui-même et murmura « Merci », comme si elle, où qu'elle soit, avait envoyé Emma vers lui cette nuit-là. Le lendemain matin, Alexandre ne parvint pas à chasser l'image de la fillette de son esprit. Il essaya de se concentrer sur son travail sur le flot incessant de réunions et de dossiers empilés sur son bureau. Mais chaque fois qu'il posait les yeux sur un document, son visage d'enfant apparaissait dans ses pensées. Ses yeux bleus lumineux, pleins de tristesse et d'une étrange force tranquille. Son assistante remarqua qu'il semblait distrait et lui demanda s'il allait bien, mais il éluda prétextant qu'il n'avait pas bien dormi. En vérité, ce n'était pas l'insomnie qui l'avait tenu éveillé, mais le son de la mélodie qu'elle avait jouée. Elle avait résonné dans ses rêves, la même que son épouse défunte jouait les soirs calmes, lorsque leur monde semblait encore entier. Ce lien le troublait autant qu'il le réconfortait, et vers midi, il se retrouva de nouveau devant la salle Pleyel, sans vraiment savoir pourquoi il était venu. Le vent glacial balayait le boulevard. Les passants se hâtaient, mais lui restaient immobiles, contemplant la façade du grand bâtiment, comme s'il cherchait des réponses dans son silence.
À l'intérieur, les techniciens préparèrent la scène pour le prochain concert. Et Alexandre traversa les allées ses pas, résonnant doucement sur le parquet. Il s'arrêta près du piano, effleurant du bout des doigts sa surface vernie, se souvenant de la petite fille assise là la veille au soir. Il interrogea le personnel à son sujet, la décrivant du mieux qu'il put, mais ils haussèrent les épaules. Il arrivait parfois que des enfants se glissent à l'intérieur pour se réchauffer pendant l'hiver. Personne ne connaissait son nom, ni d'où elle venait. Cette ignorance le frustra plus qu'il ne l'aurait cru. Lui, l'homme qui pouvait tout trouver, se retrouvait impuissant face à ce petit mystère qui le laissait étrangement agité. Il appela alors son responsable de la sécurité, un homme de confiance, et lui demanda de se renseigner discrètement sur les orphelinats proches de la gare de Lyon. Il se persuada que c'était uniquement pour s'assurer que la fillette allait bien. Mais, au fond, il savait que c'était davantage que cela. Quelque chose en elle avait réveillé en lui une douleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Un sentiment de responsabilité qu'il ne comprenait pas tout à fait. Plus tard dans la soirée, alors que les lumières de Paris s'allumaient et que la neige recommençait à tomber, la voiture d'Alexandre s'arrêta devant l'ancien orphelinat de briques dont Emma avait parlé. Le bâtiment était plus petit qu'il ne l'avait imaginé. La peinture s'écaillait, les vitres étaient fendillées. Même de l'extérieur, on devinait la tristesse du lieu. Le portail grinça quand il le poussa, attirant l'attention de la directrice, une femme fatiguée en cardigan usé, qui le salua avec méfiance, avant de reconnaître qui il était. Aussitôt, son ton changea, mais Alexandre remarqua la honte dans ses yeux lorsqu'il parcourut la pièce du regard. Il faisait froid, les enfants portaient des vêtements trop fins, et une odeur d'humidité imprégnait l'air. Il lui parla d'Emma, et la femme acquiesça lentement, disant que l'enfant était calme, différente des autres, toujours en train de s'échapper pour jouer à un piano imaginaire, ou fredonner pour elle-même. Elle ajouta que la mère d'Emma était morte d'une maladie l'année précédente, et que personne n'était jamais venu lui rendre visite. La mâchoire d'Alexandre se crispa en l'écoutant l'image de cette fillette fragile, jouant dans le noir, devenant de plus en plus douloureuse. Il demanda s'il pouvait la voir, mais la directrice hésita, expliquant qu'Emma devait déjà dormir. Pourtant, lorsqu'il insista, elle accepta d'aller la chercher. Quelques minutes plus tard, de petits pas résonnèrent dans le couloir, et Emma apparut se frottant les yeux, serrant contre elle une couverture élimée. Lorsqu'elle le vit, son visage s'éclaira de reconnaissance. « Vous êtes revenu ?» dit-elle doucement, sa voix mêlant surprise et joie. Alexandre sourit et répondit qu'il voulait s'assurer qu'elle allait bien. Elle hocha la tête et affirma que oui, bien qu'il remarquât ses lèvres trembler de froid. Il s'accroupit pour être à sa hauteur et lui demanda si elle avait mangé. Elle haussa les épaules, disant qu'ils avaient eu de la soupe, ce qui devait signifier pas grand-chose. Sans réfléchir, il retira ses gants et les posa délicatement sur ses petites mains, en disant qu'elles étaient bien trop froides pour une musicienne. Elle rit doucement, un rire léger pur. Et l'espace d'un instant, l'orphelinat ne sembla plus si sombre. Avant de partir, il lui promit qu'elle pourrait venir jouer au piano quand elle le voudrait. Ses yeux s'écarquillèrent, incrédules. « Vraiment ?» demanda-t-elle, presque à voix basse. Il hocha la tête. « Vraiment. Le piano t'attend. » Elle sourit timidement, murmura « Merci encore » et s'enfuit dans le couloir, sa couverture flottant derrière elle comme une petite cape. Lorsqu'Alexandre ressortit, le vent froid le saisit de nouveau, mais il ne lui parut plus aussi mordant. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'un changement s'opérait dans sa vie, comme si une porte qu'il avait refermée des années plus tôt s'ouvrait à nouveau. Cette nuit-là, de retour dans son appartement des quais de Seine, il traversa les pièces silencieuses, remplies d'art et de vide.
Le grand piano à queue du salon était couvert d'une fine couche de poussière. Il s'assit sur le banc, souleva le couvercle et pressa une touche. La note résonna doucement, solitaire et creuse. Il ferma les yeux et imagina les petites mains d'Emma jouant sur le même instrument, sa musique emplissant le silence d'une chaleur vivante. Il comprit alors qu'il n'avait pas vraiment écouté de musique depuis la mort de sa femme. Le silence qu'il s'était imposé pour se protéger était devenu une prison, et d'une manière ou d'une autre, la mélodie d'une petite fille venait d'en fissurer les murs. Il murmura son nom, Emma, et le son flotta dans l'appartement silencieux comme une promesse. Pour la première fois depuis des années, Alexandre ne se servit pas un verre, ne prit pas son téléphone. Il s'assit simplement au piano, ferma les yeux et joua. La mélodie était hésitante, irrégulière, mais suffisante pour lui redonner le sentiment d'être vivant. Le week-end suivant, Alexandre se retrouva à attendre à la salle Pleyel plutôt que d'habitude. L'air hivernal avait cette immobilité lourde, et la lumière du jour effleurait à peine les vitres gelées. Mais l'idée qu'Emma puisse revenir ce jour-là lui donnait une étrange impatience mêlée d'espoir. Il avait fait en sorte que la salle reste ouverte, avait demandé au gardien de rester un peu plus tard, et même fait accorder le piano sans vraiment admettre pourquoi. Une partie de lui doutait qu'elle revienne. Après tout, les promesses faites aux enfants ont rarement du poids dans le monde des adultes. Mais une autre partie de lui, celle qu'il n'avait pas écoutée depuis des années, espérait qu'elle le ferait. Il passa le début d'après-midi assis dans l'un des derniers rangs, parcourant des propositions commerciales qu'il ne lisait qu'à moitié l'esprit, sans cesse ramené à la petite silhouette dans le manteau trop grand qu'il avait vu la semaine précédente. Quand il entendit enfin le grincement discret de la porte et de légers pas résonner dans la salle, il leva la tête et elle était là, Emma. Ses cheveux blonds emmêlés par le vent, les joues rosies par le froid tenant serrées contre elle, une petite écharpe tricotée depuis longtemps sans doute par quelqu'un qui l'avait aimée autrefois. Elle resta un instant sur le seuil incertaine d'avoir le droit d'entrer jusqu'à ce qu'il lui sourie et lui fasse signe d'approcher. Ses pas étaient prudents, ses chaussures crissant doucement sur le sol lustré. Elle tenait dans les mains un petit carnet, aux pages cornées sans doute trouvées à l'orphelinat. « Tu es revenu, dit-il doucement. » Elle hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Vous aviez dit que je pouvais. » Sa voix était timide, mais teintée d'une fierté discrète, comme si elle avait tenu une promesse. À moitié moqueur, il lui répondit qu'il ne pensait pas qu'elle le prendrait au sérieux. Elle pencha la tête et dit avec calme « Quand les adultes mentent, je le sais presque toujours. » Cette sincérité le fit rire doucement, mais ses mots portaient aussi une légère douleur, celle d'une enfant souvent déçue. Il lui demanda si elle voulait rejouer, et ses yeux s'illuminèrent aussitôt. Il l'accompagna jusqu'au piano, observant comment elle époussetait doucement le couvercle avant de s'asseoir. Ses petits doigts flottèrent un instant au-dessus des touches, puis elle commença à jouer. Le son emplit la vaste salle comme une lumière filtrant à travers les fissures d'un vieux mur. Ce n'était pas parfait. Certaines notes tombaient trop tôt, d'autres trop doucement. Mais il y avait dans sa musique quelque chose qu'aucun pianiste formé ne pourrait reproduire, une sincérité brute, pure bouleversante. Alexandre ferma les yeux, laissant la mélodie l'emporter vers un lieu où il n'avait pas osé retourner depuis longtemps. Il revit des éclats de sa femme, la façon dont elle se penchait sur le clavier en fredonnant doucement son rire, glissant dans leur appartement comme un rayon de soleil. La mélodie qu'Emma jouait n'était pas la même que celle que sa femme composait, mais il y avait dans son rythme ce même mélange de douceur et de mélancolie. Quand elle eut terminé, elle leva les yeux vers lui, cherchant son approbation. Il resta muet un instant, craignant que sa voix ne trahisse l'émotion qui lui serrait la poitrine.
À la place, il applaudit lentement, sincèrement, et dit « C'était magnifique, Emma. C'est toi qui l'as composé. » Elle hocha la tête timidement. « J'ai essayé. Je me souviens de la façon dont maman jouait, mais parfois j'oublie des morceaux, alors j'en invente de nouveaux. » Il sourit réalisant combien elle ressemblait à la femme qu'il avait aimée, qui disait souvent que la musique devait être vivante, qu'elle devait changer comme le cœur change. Il lui demanda si elle voulait apprendre davantage, prendre des leçons. Ses yeux s'écarquillèrent comme s'il venait de lui offrir le monde. « Mais je ne peux pas payer, » dit-elle rapidement baissant la tête. Il secoua la sienne. « Tu n'as rien à payer, je veux juste t'entendre jouer. » Les heures qui suivirent semblèrent s'effacer du temps. Il lui montra comment alléger ses doigts sur les touches, comment suivre le rythme avec sa respiration. Ses petites mains trébuchaient parfois, mais sa détermination était admirable. Elle absorbait chaque conseil, comme si elle avait attendu toute sa vie qu'on lui enseigne. Entre deux morceaux, elle parla doucement, prudemment, des berceuses de sa mère, des autres enfants qui se moquaient d'elle quand elle prétendait jouer sur un piano imaginaire, des nuits passées à regarder la ville par la fenêtre, en se demandant ce que sa vie aurait été si sa mère avait vécu plus longtemps. Alexandre l'écoutait, non pas en homme d'affaires habitué à tout contrôler, mais simplement en être humain. Plus elle parlait, plus les angles durs de son existence s'adoucissaient. Quand la lumière du jour s'éteignit pour céder place au crépuscule, il réalisa qu'ils étaient là depuis des heures. La salle s'était faite silencieuse et dorée, le dernier éclat du soleil se reflétant sur le couvercle du piano comme de l'or liquide. Emma bâilla se frottant les yeux et il remarqua combien elle semblait fatiguée. Il lui demanda si quelqu'un s'inquiéterait de son retard, et elle secoua la tête à l'orphelinat. Personne ne remarquait vraiment si l'on s'absentait quelques heures. Son cœur se serra. Il ne sut pas ce qui le poussa à parler, mais avant même d'y réfléchir, il lui proposa de la raccompagner. Son visage s'illumina de gratitude, même si elle hésita comme incertaine de pouvoir lui faire autant confiance. Il la rassura doucement, et lorsqu'ils sortirent dans l'air froid du soir, elle glissa naturellement sa petite main dans la sienne. Dans la voiture, elle appuya son front contre la vitre, regardant les lumières de la ville se fondre dans un flou doré. Il apercevait par instants son reflet dans le verre, petite fragile, et pourtant traversée d'une force que rien ne semblait pouvoir briser. Lorsqu'ils atteignirent l'orphelinat, elle se tourna vers lui et murmura « Merci de m'avoir laissé jouer. » Il sourit et répondit « Merci à toi de m'avoir rappelé à quoi ressemble la musique. » Elle rit doucement à cette réplique et courut vers la grille, s'arrêtant pour lui faire un signe avant de disparaître à l'intérieur. Alexandre resta là un moment fixant le bâtiment. Il ressentit une douleur sourde, mais ce n'était pas celle qui détruit. C'était celle qui guérit lentement, rappelant que le cœur peut encore ressentir. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il ne s'endormit pas en pensant à la perte. Il pensa à une petite fille avec la musique dans l'âme et un avenir qu'elle ne soupçonnait pas encore, un avenir qu'elle allait bouleverser. Dans les jours qui suivirent, Alexandre vit sa routine se transformer subtilement, presque imperceptiblement. Il continuait à se rendre chaque matin à son bureau de la Défense, à assister aux réunions, à signer des contrats, à donner des ordres. Mais quelque chose en lui avait changé. Les salles de conférence, glacées, les chiffres défilant sur les écrans, les conversations creuses des membres du conseil, tout cela lui paraissait désormais étrangement vide. Chaque fois que son regard croisait le piano dans son appartement des quais de Seine, ou qu'il entendait quelque part dans la rue un air de musique, son esprit retournait vers Emma. Il ne comprenait pas pourquoi cette petite fille avait pris une telle place dans ses pensées, mais plus il essayait de l'écarter, plus sa présence s'imposait à lui. Un soir, rentrant chez lui, après une longue journée, il se retrouva assis à son piano, jouant une mélodie à moitié souvenir, à moitié invention,
quelque part entre la chanson préférée de son épouse et l'air qu'Emma avait joué dans la salle. C'était inégal, imparfait, mais cela emplissait de nouveau son foyer de quelque chose d'humain. Il commença à fréquenter plus souvent la salle Pleyel, prétextant des affaires. Le personnel apprit vite à ne pas poser de questions sur les raisons pour lesquelles leur PDG restait parfois assis seul pendant des heures dans la salle vide, écoutant en silence l'écho d'un rire d'enfant qu'il n'était pas sûr d'avoir rêvé. Puis, un samedi matin, Emma reparut vêtue du même manteau trop grand et tenant son petit carnet usé contre elle. Dès qu'elle le vit, elle se mit à courir, son visage s'éclairant d'une joie pure, celle qu'un enfant seul sait encore montrer. Elle lui annonça qu'elle avait terminé d'écrire une nouvelle chanson et voulait la lui faire entendre. Il rit feignant la sévérité et lui dit qu'elle avait intérêt à la jouer parfaitement. Elle acquiesça avec gravité, grimpa sur le banc du piano et commença. Sa musique était simple, mais on sentait une assurance nouvelle dans la manière dont ses doigts glissaient sur les touches. La mélodie était plus douce cette fois, plus tendre, emplie de chaleur. Et lorsqu'elle termina, Alexandre sentit ses yeux s'humidifier. Il détourna légèrement le regard gêné et elle le remarqua, mais ne dit rien. Elle se contenta de sourire, ce sourire plein de compréhension qui la faisait paraître plus âgée que ses années. Ensuite, ils s'assirent ensemble sur les marches de la scène, partageant des petits biscuits qu'elle avait apportés soigneusement enveloppés dans du papier. Il lui demanda comment les choses se passaient à l'orphelinat, et elle hésita avant de répondre. D'une voix basse, elle dit que tout allait bien, mais ses yeux racontaient autre chose. Avec un peu d'encouragement, elle finit par avouer qu'une des surveillantes l'avait grondée pour avoir perdu du temps avec ses bêtises de piano, et que certains enfants plus âgés se moquaient d'elle parce qu'elle rêvait de choses qu'elle n'aurait jamais. Alexandre serra les mâchoires, réprimant l'envie d'aller sur le champ, exiger des comptes. Mais il savait que la colère ne ferait que la rabaisser. À la place, il lui dit que les rêves n'étaient jamais une perte de temps, que certains adultes avaient simplement oublié comment y croire, parce que le monde les avait épuisés. Il ajouta que sa mère serait fière d'elle, pour ne pas avoir renoncé. À la mention de sa mère, Emma se tut un instant, puis elle murmura « Je joue pour qu'elle ne disparaisse pas ». Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait imaginé. Il la regarda vraiment, et vit non plus une enfant, mais le reflet de tout ce qu'il avait perdu, de tout ce qu'il avait enfoui sous le travail et le silence. Il décida alors qu'elle ne jouerait plus jamais simplement pour survivre. Il ne savait pas encore comment, mais il savait qu'il voulait lui offrir quelque chose de meilleur. Au cours des semaines suivantes, il se mit à faire des démarches discrètement. En silence, il contacta un ami dirigeant une fondation musicale, réputée, et se renseigna sur les bourses pour jeunes talents. L'ami rit d'abord, disant qu'il n'acceptait pas d'élèves aussi jeunes. Mais quand Alexandre insista et lui envoya une vidéo d'Emma, jouant filmée un soir, son ton changea aussitôt. « Elle est douée, dit-il. Elle joue avec émotion, pas avec technique. Et ça, on ne peut pas l'enseigner. » Alexandre esquissa un léger sourire, ressentant une fierté qu'il n'attendait plus. Cette semaine-là, il retourna à l'orphelinat sans prévenir. Les enfants cessèrent de jouer en voyant la voiture s'arrêter devant la grille, et la directrice accourut déconcertée. Il demanda Emma, et lorsqu'elle apparut, une lueur de confusion traversa son visage avant de se transformer en bonheur. Il s'agenouilla devant elle et dit « Que dirais-tu d'aller dans une vraie école de musique ?» Un instant, elle le fixa, comme si elle n'avait pas compris. Puis elle secoua vivement la tête, disant qu'elle ne pouvait pas, qu'elle n'était pas assez douée, qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle devait aider à l'orphelinat. Il lui sourit doucement et lui dit que rien de tout cela n'avait d'importance, qu'elle n'avait qu'une seule chose à faire jouer.
Il lui expliqua qu'il avait parlé à certaines personnes qu'elles souhaitèrent la rencontrer et qu'il s'occuperait de tout. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes et elle murmura « Pourquoi vous m'aidez ?» Il ne sut pas quoi répondre d'abord. Il aurait pu lui dire qu'elle lui rappelait sa femme, ou que sa musique lui redonnait le goût de vivre, ou encore qu'il voulait simplement faire une bonne chose pour une fois sans rien attendre en retour. Mais à la place, il dit simplement « Parce qu'un jour quelqu'un m'a aidé, alors que je ne pensais pas le mériter. » Elle n'ajouta rien. Elle hocha la tête et le serra dans ses bras, ses petits bras entourant à peine son cou. Pendant un instant, il resta figé, peu habitué à une affection aussi simple. Puis il posa doucement une main sur son dos, et quelque chose en lui se fissura complètement. C'était comme si tous les murs qu'il avait érigés au fil des années n'avaient attendu que ce moment précis pour s'effondrer. Lorsqu'il partit ce soir-là, il lui promit de revenir bientôt pour la préparer à l'audition. Tandis que la voiture s'éloignait, il regarda par la fenêtre le paysage gris de la ville et ressentit une étrange paix. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il ne vivait plus par habitude ou par devoir. Il vivait avec un but. Il ne savait pas encore que venir en aide à Emma changerait non seulement sa vie à elle, mais aussi la sienne, d'une manière qu'il ne pouvait imaginer. Mais en regardant les lumières de l'orphelinat s'éloigner dans la brume, il sut que ce n'était que le commencement de quelque chose d'extraordinaire. Le matin de l'audition arriva sous un ciel lourd, une fine bruine adoucissant les contours de Paris. Alexandre se tenait à la fenêtre de son bureau, observant la pluie glisser le long des vitres, l'esprit bien loin des réunions qu'il devait présider. Il n'avait presque pas dormi, ses pensées entièrement tournées vers Emma. Elle n'était jamais passée par une véritable audition, jamais jouée devant des inconnus, écoutant chaque note pour la juger. Et même si elle s'était exercée avec une détermination silencieuse qui l'avait profondément impressionné, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer ses petites mains tremblant au-dessus du clavier. Il avait tout organisé la voiture pour venir la chercher, l'autorisation de la direction de l'orphelinat, le comité de la bourse réuni au conservatoire. Mais une partie de lui craignait que ce soit trop pour elle. Il avait vu trop de gens dans son monde, écrasés par la pression, et l'idée que cela puisse lui arriver lui était insupportable. Vers midi, il ne supporta plus l'immobilité de son bureau. Il annula ses réunions, ignora le regard stupéfait de son assistante et partit pour le conservatoire. Le trajet sous la pluie fut lent. La ville déformée en reflets gris et argent, et pendant tout le chemin, il revécut les dernières semaines, le rire d'Emma résonnant dans la salle Pleyel. Sa petite voix disant qu'elle jouait pour que sa mère ne disparaisse pas. La douceur avec laquelle elle le remerciait toujours, comme si elle ne croyait pas qu'on puisse vraiment tenir à elle. En arrivant, il découvrit le grand hall de marbre, rempli d'enfants et de parents, tous bien habillés, serrant des partitions contre eux, le visage pâle d'anxiété et d'espoir. Il se sentit étrangement, à part sa prestance et son costume impeccable, le faisant ressembler davantage à un membre du jury qu'à un invité. Il balaya la salle du regard, jusqu'à l'apercevoir assise sur un banc dans un coin. Elle paraissait encore plus petite que d'habitude, sa robe jaune soigneusement repassée, ses cheveux attachés par un ruban bleu et son petit carnet serré contre sa poitrine. Elle était seule, ses jambes se balançant nerveusement au-dessus du sol. Lorsqu'elle le vit, son visage s'illumina aussitôt, et elle courut vers lui, en prononçant son nom de cette voix douce et pleine d'espoir qui avait le don de le désarmer. Il s'accroupit pour être à sa hauteur et lui demanda si elle se sentait prête. Elle mordit à sa lèvre et répondit doucement « Je crois, mais mon ventre fait drôle. » Il sourit et lui dit que c'était bon signe. Cela voulait dire qu'elle s'en souciait. Dans un élan qu'il ne s'expliqua pas, il retira le petit bouton de manchette en argent qu'il portait au poignet gauche, celui que sa femme lui avait offert des années plus tôt, et le glissa dans sa main. « Pour te porter chance, dit-il simplement.
Elle le serra comme s'il s'agissait d'un trésor. Quand son nom fut enfin appelé, elle hésita un instant, levant les yeux vers lui, en quête d'assurance. Il hocha la tête et articula sans un mot. « Tu peux le faire. » Elle inspira profondément, redressa le dos et s'avança vers la scène. La salle se tut, tandis qu'elle s'installait sur le banc, ses pieds ne touchant presque pas le sol. Ses mains restèrent suspendues un instant au-dessus des touches, et Alexandre sentit son propre cœur s'accélérer. Puis elle commença à jouer. Les premières notes étaient timides, presque des murmures. Mais à mesure que la mélodie se déployait, sa confiance grandit. Le son qui emplit la salle était délicat, mais vibrant de vie, un mélange d'innocence et de profondeur qui fit taire même les jurés. Il y avait dans son jeu une sincérité telle que chacun en oubliait qu'il écoutait une enfant. Alexandre se tenait au fond de la salle, la poitrine serrée, reconnaissant l'air une variation de la berceuse que sa femme jouait autrefois, la même qu'Emma, sans le savoir, avait fait renaître la première nuit où il l'avait rencontrée. Lorsqu'elle termina, un silence profond s'installa si dense qu'il sembla suspendre le temps. Puis l'une des juges, une femme aux cheveux d'argent, se pencha et demanda « Où as-tu appris à jouer ainsi ?» Emma sourit timidement et répondit « Ma maman m'a appris la première chanson, et un homme qui regrette quelqu'un m'a appris le reste. » Un murmure de surprise parcourut la salle, et Alexandre dut détourner le regard un instant pour reprendre contenance. Les membres du jury la remercièrent, lui dirent qu'elle possédait un don rare et qu'il la recontacterait sans bientôt. En descendant de scène, Emma courut droit vers lui, se jetant dans ses bras, ses petites mains agrippant son manteau. « Est-ce que j'ai bien joué ?» demanda-t-elle d'une voix haletante. Il baissa les yeux vers elle, les siens humides, et répondit « Tu as fait bien plus que bien, Emma. Tu étais extraordinaire. » Ils quittèrent le conservatoire ensemble. La pluie s'était arrêtée, ne laissant qu'une fine brume qui s'enroulait autour des réverbères. Il l'emmena prendre un chocolat chaud dans un petit café voisin. Emma parla sans interruption de l'audition, racontant qu'un des juges lui avait souri, qu'elle avait failli oublier la fin, mais qu'elle s'en était souvenue juste à temps. Il l'écoutait, souriant, hochant parfois la tête, laissant son enthousiasme l'envelopper comme un rayon de soleil après des années de grisaille. Quand elle se tut enfin, il lui demanda ce qu'elle ferait, si elle était acceptée. Elle réfléchit longuement puis répondit « Je crois que je jouerai pour les gens tristes, pour qu'ils n'oublient pas qu'ils peuvent encore ressentir quelque chose. » Il ne trouva pas tout de suite les mots. Mais cette phrase simple fit naître en lui une fierté qu'il ne pouvait expliquer. Quand ils revinrent à l'orphelinat ce soir-là, le ciel s'était complètement dégagé et les premières étoiles apparaissaient. Avant de rentrer, Emma se retourna vers lui et demanda « Vous viendrez à mon premier concert, si j'en ai un. » Il sourit. « Pour rien au monde, je ne manquerai ça. » Elle hocha la tête sérieuse, comme pour sceller une promesse, puis monta les marches Saftarulals en courant. Alexandre resta longtemps après son départ, levant les yeux vers les fenêtres de l'orphelinat. Au fond de lui, il savait que tout cela n'avait plus rien à voir avec la charité ou la bonté. C'était une forme de rédemption, le besoin de retrouver un sens, de se reconstruire à travers la lumière d'une enfant qui aurait eu 1000 raisons de se briser, mais refusait d'éteindre son éclat. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il posa le bouton de manchette, restant sur la table de nuit, et réalisa pour la première fois depuis des années qu'il ne se sentait plus seul. Le silence, qui autrefois l'étouffait, lui semblait désormais plein de musique de promesses de vie. Et lorsqu'il s'endormit, il rêva non plus de perte ou de vide, mais d'une petite fille assise au piano, sa musique résonnant à travers l'éternité. Une semaine après l'audition, la ville commença à se dégeler sous le premier souffle du printemps. Pourtant, Alexandre n'avait jamais été aussi fébrile.
Chaque matin, il vérifiait son téléphone, attendant un message du conservatoire. Mais le silence s'éternisait. Le travail ne retenait plus son attention. L'empire, qu'il avait bâti avec rigueur et contrôle, paraissait désormais insignifiant à côté de l'espoir fragile suspendu à l'avenir d'une enfant. Souvent, en rentrant le soir, il passait devant l'orphelinat, feignant de prendre un détour, bien que ses yeux cherchaient toujours sa silhouette derrière les vitres. Un après-midi incapable de supporter plus longtemps l'attente, il s'arrêta et entra. La directrice leva aussitôt les yeux ébahis, comme si une célébrité venait de franchir la porte. Elle balbutia une salutation incertaine du motif de sa visite. Mais il écarta les formalités et demanda « Où est Emma ?» La femme hésita, puis expliqua que la fillette était dans la cour, jouant sur le vieux piano cassé qu'il laissait aux enfants. En sortant, il la vit assise sur le banc usé, sa robe jaune captant la lumière du soleil, ses doigts effleurant des touches qui ne produisaient presque plus de son. Lorsqu'elle entendit ses pas, elle leva la tête, et tout son visage s'illumina. « Vous êtes venu » dit-elle en courant vers lui. Il sourit s'agenouillant légèrement pour croiser son regard. « Je te l'avais promis » répondit-il. Elle rit serrant fort dans sa main le petit bouton de manchette d'argent qu'il lui avait donné comme s'il lui portait encore chance. Ils s'assirent ensemble sur le banc et elle commença à parler des enfants de l'orphelinat, expliquant qu'elle essayait d'apprendre à l'un des plus jeunes, à jouer avec seulement 4 touches encore utilisables. Il rit doucement, mais en la regardant, il sentit une douleur étrange, un mélange de fierté et de tristesse. Elle avait appris à créer de la beauté, même à partir de ce qui était brisé. Avant qu'il ne puisse parler, son téléphone vibra dans sa poche. En voyant le numéro, son cœur s'arrêta un instant. C'était le conservatoire. Il répondit aussitôt, la voix plus basse que d'habitude. L'appel dura moins d'1 minute. Quand il raccrocha, son expression devait tout révéler car les yeux d'Emma s'agrandirent d'espoir. Alors demanda-t-elle, agrippant sa manche. Il sourit lentement, un vrai sourire, celui qui atteignit enfin ses yeux après tant d'années. « Ils ont dit oui, » dit-il doucement. « Tu es accepté. » Pendant 1 seconde, elle resta immobile comme incapable d'y croire. Puis un souffle lui échappa, et elle porta ses mains à sa bouche. « Vraiment » murmura-t-elle. Il acquiesça, et avant qu'il n'ait le temps d'ajouter quoi que ce soit, elle se jeta à son cou, riant et pleurant à la fois. « Je vais aller dans une vraie école de musique », répétait-elle, comme si le dire pouvait rendre la chose plus réelle. Il resta près d'elle jusqu'au crépuscule, la regardant annoncer la nouvelle à chaque enfant qu'elle croisait, incapable de contenir sa joie. La directrice sortit elle aussi, déconcertée puis souriante, lorsqu'il lui expliqua. Alexandre s'assura que tout fut organisé, les frais, les instruments, le transport. Il exigea que tout soit fait discrètement, sans que son nom y soit associé. Ce n'était pas une question de reconnaissance. C'était bien plus que la satisfaction de voir une enfant enfin récompensée pour tout ce qu'elle avait enduré. C'était la joie de la voir, elle qui avait connu si peu de douceur, recevoir enfin ce qu'elle méritait. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, Emma tira doucement sur sa manche et dit « Vous viendrez me voir, n'est-ce pas, quand je jouerai là-bas ?» Sa voix était légère, mais un éclat d'inquiétude y tremblait cette peur sourde d'être à nouveau abandonné. Il baissa les yeux vers elle et répondit « Bien sûr, tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement. » Elle rit, mais la façon dont sa main resta un peu plus longtemps dans la sienne disait qu'elle n'en était pas tout à fait convaincue. Au fil des semaines, ils passèrent ensemble tout le temps qu'ils purent, avant le début de ses cours. Il l'emmena acheter sa première paire de chaussures de piano, petites noires et vernies, dans lesquelles elle se sentait déjà comme une professionnelle, puis dans une librairie où elle choisit un vieux manuel de théorie musicale, d'occasion couvert de notes griffonnées. Il se surprit lui-même à faire des choses qu'il n'avait plus faites depuis des années,
préparer des biscuits un dimanche, parce qu'elle avait dit rêver de gâteaux faits maison, s'asseoir par terre dans son bureau pendant qu'elle s'exerçait, feignant d'être un spectateur pendant qu'elle jouait. Sa maison, autrefois silencieuse et glaciale, reprit vie. Son personnel habitué au calme strict et aux emplois du temps rigides souriait désormais quand les éclats de rire d'Emma résonnaient dans les couloirs de marbre. Mais tout ne fut pas facile. À mesure que sa première semaine au conservatoire approchait, l'excitation d'Emma se changea peu à peu en nervosité. Un soir après la leçon, elle resta silencieuse devant le piano, fixant les touches. Quand il lui demanda ce qui n'allait pas, elle murmura « Et si je n'étais pas assez douée ?» Il voulut la rassurer aussitôt, mais il vit dans ses yeux cette peur profonde, née d'années à se sentir moins que les autres. Alors il s'assit à côté d'elle et dit doucement « Être assez bon, ce n'est pas ne jamais se tromper. C'est continuer même quand on le fait. » Elle le regarda longuement avant de demander d'une voix douce « Vous avez déjà eu envie d'abandonner ?» Il hésita, puis hocha la tête. « Après la mort de ma femme, je ne pensais pas pouvoir continuer à vivre comme avant. Tout me semblait vide. Mais un jour, j'ai compris que la seule façon de lui rendre hommage, c'était de vivre malgré tout. » Elle posa la tête contre son épaule sans parler, et sa petite main chercha la sienne. Le matin de sa première journée arriva. Elle était silencieuse mais déterminée. Il la conduisit lui-même au conservatoire, restant à ses côtés pendant qu'elle montait les marches. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une fierté véritable, non pas celle née de la réussite ou de la richesse, mais celle que lui inspirait son courage. Quand elle disparut derrière les portes vitrées, un rayon de soleil accrocha le petit bouton de manchette d'argent qu'elle avait transformé en pendentif. Il sourit faiblement, réalisant qu'une part de son passé était devenue un symbole pour son avenir. Ce soir-là, de retour chez lui, les derniers mots d'Emma résonnaient encore dans son esprit. « Vous m'écouterez encore jouer, n'est-ce pas ?» Il se versa un verre d'eau, resta debout près de la fenêtre et murmura pour lui-même. « Toujours. » À cet instant, il comprit quelque chose de simple et de profond. Il avait passé sa vie à bâtir des tours de succès, croyant que la force se trouvait dans le contrôle. Mais la plus grande chose qu'il ait jamais accomplie ne demanda ni pouvoir, ni argent, seulement de la bienveillance. Et pour la première fois, le silence de son appartement ne lui parut plus vide. Il avait le goût de la paix. Les années passèrent doucement, comme les pages d'un livre feuilleté avec soin. Et si le temps changea bien des choses, il ne put effacer le lien né entre Alexandre et Emma. Elle grandit non seulement en taille, mais en assurance. Sa musique devint plus riche, plus profonde, emplie d'une maturité qui étonnait tous ceux qui l'écoutaient. Le conservatoire devint sa seconde maison. Elle n'était plus la petite orpheline au carnet usé, mais une jeune prodige dont le nom circulait dans les couloirs et faisait se lever des ovations dans les salles de concert. Pour Alexandre, chacune de ces représentations était une victoire silencieuse, non seulement pour elle, mais pour l'homme qu'il avait été, celui qui avait un jour oublié comment ressentir après la perte. Chaque fois qu'elle montait sur scène, c'était comme si elle lui réapprenait à vivre, à guérir, à croire. Le 5e anniversaire de leur rencontre, Emma fut invitée à se produire lors d'un gala caritatif organisé par l'entreprise d'Alexandre. Elle ignorait qu'il en était l'instigateur. C'était son cadeau discret, une façon d'offrir sa musique au monde, tout en lui donnant l'occasion de rejouer dans la même salle où des années auparavant, il l'avait découverte tremblante devant un piano dans l'obscurité. Ce soir-là, Paris brillait d'une lumière dorée. La salle Pleyel était remplie de mécènes d'artistes et de dirigeants tous inconscients que la jeune femme sur le point d'entrer en scène avait autrefois été une enfant oubliée sous la pluie. Alexandre se tenait au fond, à l'abri des regards, le cœur battant plus fort qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Quand les lumières s'éteignirent,
et qu'elle apparut vêtue d'une robe bleu pâle, assortie à ses yeux, la salle entière se tut dans un respect presque sacré. Elle s'assit au piano, ferma les yeux un instant, puis commença à jouer. La musique qui jaillit de ses mains n'était semblable à rien de ce qu'elle avait joué auparavant. Elle portait les traces de son passé, la douleur, la faim, la solitude, mais aussi la chaleur, l'amour et l'espérance, écloses au fil des années. La mélodie s'éleva comme une histoire sans parole, et en l'écoutant, Alexandre comprit qu'elle y avait glissé des fragments des berceuses de sa femme, subtilement mêlés à sa propre composition. C'était sa façon à elle de le remercier sans mots. Une conversation silencieuse entre deux âmes qui s'étaient sauvées l'une l'autre, chacune à sa manière. Autour de lui, les gens commençaient à pleurer doucement émus par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait expliquer. Mais pour Alexandre, chaque note était un souvenir, chaque crescendo, un battement de cœur qui le rapprochait un peu plus de la paix. Lorsque l'accord final s'éteignit, un silence si profond tomba sur la salle qu'il en devint presque sacré. Puis, comme sortant d'un songe, le public se leva dans une ovation éclatante. Des fleurs furent lancées, des larmes versées, et Emma resta là s'inclinant timidement bouleversée par cette vague d'admiration. Mais au milieu des applaudissements, ses yeux parcoururent la foule, jusqu'à croiser les siens debout, près des portes les mains jointes, un sourire tremblant de larmes aux lèvres. Leurs regards se trouvèrent, et l'espace d'un instant, le temps sembla se replier sur lui-même, les ramenant à cette nuit glaciale d'autrefois, lorsque qu'une enfant transie avait trouvé un homme en deuil et l'avait d'une manière mystérieuse ramené à la vie. Après le concert, elle courut vers lui, comme lorsqu'elle était petite, ses talons résonnant sur le marbre, son rire clair et sincère emplissant le hall. « Vous êtes venu, dit-elle essoufflée, mais avec cette même incrédulité tendre qu'elle avait toujours eue. Il rit doucement, essuyant une larme sur sa joue. « Tu ne pensais tout de même pas que j'allais manquer ta première, n'est-ce pas? » Elle sourit et lui tendit une feuille pliée. « C'est la partition, dit-elle. Pour vous. Je l'ai appelée « La nuit où j'ai été retrouvé ». Il la prit les doigts tremblants, incapable de parler pendant quelques secondes. Puis il murmura. « C'est magnifique, Emma. Comme toi. » Elle rougit et posa sa tête sur son épaule. Ensemble, ils restèrent là dans la salle qui se vidait lentement. Deux vies autrefois brisées, désormais, accordées dans une harmonie qu'aucun des deux n'avait prévue. Dans les mois qui suivirent, la carrière d'Emma s'épanouit. On lui proposa de voyager, de jouer à l'étranger, d'enregistrer son premier album. Chaque fois qu'elle affrontait un nouveau défi, Alexandre était là non comme son mécène, ni comme son protecteur, mais comme sa famille. Et bien que leurs mondes fussent différents, le sien fait de tours de verre et de réunions, le sien de scène et de mélodie. Ils restèrent liés, leur vie entrelacée par une reconnaissance et un amour qui dépassaient les mots. Il assistait à ses concerts discrètement jamais, au premier rang toujours dans l'ombre, se contentant de la regarder briller. Un soir d'hiver, elle lui rendit visite à son bureau. Ses cheveux avaient grisonné, mais son élégance demeurait. Il était assis près de la fenêtre, contemplant les toits de Paris. Elle s'approcha, posa une main sur son épaule et dit doucement « Vous ne m'avez jamais parlé d'elle. » Il leva les yeux vers elle, son regard empli de douceur. « Elle te ressemblait beaucoup, » répondit-il après un silence. « Gentille, obstinée et pleine de musique. » Elle sourit, et ils restèrent assis côte à côte, silencieux, les lumières de la ville scintillant autour d'eux. « Vous savez, dit-elle après un moment, je crois que c'est elle qui m'a envoyé vers vous. » Il ne répondit pas, mais il prit sa main et la serra longuement. Des années plus tard, Alexandre s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Il ne laissa ni instruction ni annonce publique, seulement une enveloppe adressée à Emma. À l'intérieur, une courte lettre écrite de sa main ferme et élégante.
Tu as dit un jour que tu jouais pour que ta mère ne disparaisse pas. Moi, j'ai écouté pour que mon cœur ne disparaisse pas. Merci de m'avoir rendu à la vie. Joue pour eux tous, Emma. Fais-leur ressentir ce que j'ai ressenti en t'entendant jouer cette nuit-là. Ce sera mon héritage. Sous la lettre reposaient 2 objets, l'alliance de sa femme, et un petit bouton de manchette, le jumeau, de celui qu'Emma portait toujours en pendentif. Lors de ses funérailles, Emma joua le morceau préféré d'Alexandre la berceuse qui avait uni leur vie. Le son se répandit dans la salle doux et lumineux. Ses larmes brouillaient les touches, mais jamais ses doigts ne tremblèrent. Quand la dernière note s'évanouit, elle leva les yeux, les joues baignées de larmes, et murmura « Merci de m'avoir trouvé ». Et à cet instant, elle le sentit pas par le son, ni par la vue, mais au plus profond d'elle-même, la chaleur de quelque chose d'éternel. Un amour né de la peine, mais achevé dans la paix. En s'éloignant du piano, elle emporta avec elle non seulement le souvenir de l'homme qui l'avait sauvée, mais aussi la force de continuer à sauver les autres grâce à sa musique, transformant la douleur en beauté et la perte en lumière.